C'est certainement l'un des secteurs les plus touchés, durement touchés même on dirait, le secteur touristique par la pandémie de Covid-19, le secteur touristique qui essaie tant bien que mal de faire preuve d'une certaine résilience. Est-ce que les acteurs y arrivent d'une certaine façon? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Que réserve l'avenir? On va en parler avec trois acteurs clés de ce secteur, de ce domaine. Donc, ce sont Cleophas Lolo Dibi, il est le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire, la FNIHCI. Réem Chalabi, qui est la présidente de la section donc, de cette fédération pour ce qui est du Cercle français des affaires en Côte d'Ivoire. Et Marie-Reine Koné, présidente directrice générale de Afrique Voyage, qui est par ailleurs présidente de l'Association des professionnels du voyage. Et ces trois invités nous font la gentillesse ce soir de répondre à notre invitation. À retrouver la loupe de Pierre qui s'intéresse à la politique en allemand. Enfin, on ne sait pas de quoi il y retourne. Il va nous en dire certainement davantage. La mi-temps de l'INSEE, ça va parler de sport. Et pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Ben sera en attraction et nous reprendra notamment Biandé de Reine Pélagie. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI pour télévivre ce soir le tourisme, ou devrais-je dire la situation du tourisme dans la télé d'ici. Je rappelle le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi, 18h40 sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Marie-Reine Koné, bonsoir, bienvenue. Je rappelle encore une fois que vous êtes la présidente de l'Association des professionnels du voyage. Elle existe depuis combien de temps, cette association? Il faut peut-être la rappeler. Oh, elle existe depuis au moins 30 ans. Elle a changé de nom entre-temps. Mais cette association existe depuis plus de 30 ans. D'accord. L'ancienne appellation, c'était laquelle? Alors, ça a été d'abord Saint-Guy Voyage, ensuite Savassi, et maintenant l'APV Côte d'Ivoire. J'ai été présidente épisodiquement de chacune des trois appellations. Pourquoi ce changement d'appellation? C'est pour coller au contexte ou pour coller au contexte, être un syndicat ne représentait absolument pas notre souhait à nous, les professionnels du voyage. Nous sommes des entrepreneurs, nous avons des PME et la notion de syndicat était assez revendicatrice. C'est vrai. Et nous préférions association, donc d'où cette dernière appellation Association des professionnels du voyage. Mais qui est-ce qu'on retrouve alors? C'est que des agences de voyage? Pour le moment, les membres ne sont que des agences de voyage. On a combien de membres? Nous avons à peu près 120 membres sur 400 agences de voyage existantes en Côte d'Ivoire. D'accord. Seulement 120 ont adhéré. Est-ce qu'il est juste de penser que toutes ces agences sont plus concentrées dans la zone sud du pays? Strictement à Abidjan. Ah, pourquoi? Strictement. Pourquoi? Très bonne question. C'est une activité qui nécessite... c'est une activité pour l'émission de billets d'avion. C'est une activité qui, donc, se met à proximité d'aéroports. Nous n'avons eu que l'aéroport d'Abidjan très fonctionnel pendant des années. Maintenant, Air Côte d'Ivoire a réhabilité beaucoup d'autres aéroports à l'intérieur. Et nous sommes désolés que des agences de voyage ne s'établissent pas à l'intérieur. C'est notre vœu, ça fait partie d'une de nos préoccupations au sein de l'association. Vous avez parlé d'émissions de billets de voyage. Ce n'est pas la seule activité en théorie. Non, nous avons, en principe, même le billet d'avion n'est qu'un moyen de vendre le produit même de notre activité. Notre activité, c'est de produire du tourisme. C'est de vendre un tourisme d'affaires, un tourisme de loisirs, un tourisme religieux, un tourisme de santé. Nous avons plusieurs types de tourisme. Et en général, ça se passe ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes habilités à vendre le billet d'avion pour se rendre à ce lieu. Et inversement,
quand nous voulons vendre du tourisme en Côte d'Ivoire, nous avons les billets d'avion à émettre pour des touristes étrangers qui veulent venir en Côte d'Ivoire. Donc ce sont deux activités de produits indissociables. Absolument. Très bien. Merci d'être là, Marie-Anne Gonnet. C'est votre deuxième passage à la télé d'ici. Et on s'en réjouit fortement. Lolo Dibi, merci de nous visiter pour la première fois. Pour le coup, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. On retrouve que des hôtels, c'est ça? Non. Question basique. Industrie hôtelière, Oui. donc c'est toute une chaîne de valeur. En général, nous avons plusieurs sous-sections dedans. Il y a ce qu'on appelle les établissements d'hébergement. Ça peut être des hôtels, des résidences hôtels, des gîtes, des villages de vacances. Et puis, il y a les établissements de restauration touristique. C'est cela. Donc, ça peut être la restauration collective comme les restaurants modernes, type Maki, ainsi de suite. Et il y a les espaces événementiels et de loisirs. Et puis, il y a aussi les bars climatisés, nightclubs. D'accord, donc tout ça, ça rentre évidemment dans... Voilà. Vous êtes... alors, combien de membres, du coup, composent cette Nous sommes fédération? un peu plus de 3000 membres dans 26 sections à travers le territoire national. Et c'est une structure qui date de 1956. Mais au tout début aussi, ça avait été mis en place par des expatriés. C'était un syndicat, syndicat des cabaretiers, débitants de boissons et assimilés. Bon, et c'est en 1985 c'est devenu Fédération nationale des industries hôtelières, de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire, une organisation patronale. D'accord, donc vous, à la différence de l'APV, vous êtes établi sur toute l'étendue du territoire. Exact. Bon, c'est bien précis. Merci d'être là, Cléophas Lolo Dibi. Réem Chalabi, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes donc justement de cette même fédération. Vous êtes plutôt en charge de la section du Cercle français des affaires en Côte d'Ivoire. En effet, je suis au Cercle français d'affaires en Côte d'Ivoire. Nous avons une section, nous avons à peu près plus de 80 membres qui sont dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Donc nous avons créé une section hôtellerie et restauration, surtout après la crise sanitaire, mais aussi... Ah, vous dites déjà après. Oui, on va en parler tout à l'heure. parce que cette section n'existait pas, on n'était pas vraiment dans le besoin de créer une section avant. Et en même temps, je représente pas mal de restaurateurs qui ne font pas partie du cercle, parce que durant cette crise sanitaire, j'y reviens encore, nous avons, nous, les restaurateurs, senti le besoin de nous regrouper pour trouver une solution à la catastrophe qui nous affrontait. Et donc, j'ai regroupé plus de 350 établissements sur la place d'Abidjan. Et on est en contact pour pouvoir trouver des solutions en commun. On va parler des solutions, on va surtout parler de l'impact de cette pandémie sur vos activités respectives. Ça va, Lindsay? Très bien, merci. Vous avez continué à aller au restaurant pendant la Covid-19? Restaurant, hôtel, voilà. D'accord. Pierre, ça va? Ça va. Vous avez voyagé à l'intérieur du pays? Oui. Voilà. À l'intérieur, et puis pareil, restaurant, hôtel aussi, je crois, oui. Et, ouais. D'accord. Marie-Reine, est-ce qu'on peut dire que la Covid-19 a quelque part boosté un peu le tourisme domestique? On peut le dire? Alors, oui, mais alors vous me faites commencer vraiment par la fin, par l'envers. D'accord. Parce que ce bénéfice, oui, il est palpable. Il est évident que le tourisme local était assez boudé par les Abidjanais eux-mêmes. Très peu de résidents en Côte d'Ivoire, qu'ils soient de nationalité ivoirienne, française, libanaise ou autre, lorsqu'ils avaient des moments de loisirs, allaient ailleurs. Aujourd'hui, on se contente de ce qu'il y a en Côte d'Ivoire. Alors, ça permet à ces structures qui étaient là déjà, mais qui vivotaient parce qu'il n'y avait pas suffisamment de clients, de demandes, ça a permis à ces structures de commencer à travailler, d'avoir un peu de recettes, de pouvoir investir un peu. Et moi, je vois personnellement, je suis avide de produits locaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et nous avons des structures, Versa Sandra, San Pedro, qui nous permettent de faire un tourisme que nous n'avions pas là, avant la crise. Quel genre de tourisme? Eh bien, par exemple, un tourisme en bord de mer à la Robinson Crusoe. Nous avons un produit qui s'appelle le Robinson Crusoe. Et c'est vraiment une aventure. On fait du tourisme, mais vraiment très écologique. On fait abstraction du confort. Alors, évidemment,
dès qu'on fait abstraction du confort, c'est toujours un tourisme qui ne va pas, un séjour qui va être relativement bref. On peut se passer d'une salle de bain pendant 1 jour, 2 jours. Au bout du 3e jour, il y a problème. On a besoin de salle de bain. Se doucher en plein air, c'est bien gentil. Ça fait partie du fun du Robinson Crusoe. Mais c'est toujours extrêmement ponctuel. Mais en dehors de ça, c'est le seul petit bénéfice. Parce que je voudrais quand même souligner que nous sommes aujourd'hui, nous fêtons le 1er anniversaire de la crise. C'est ça. Ça fait exactement 1 an que la crise a commencé. Et nous y sommes en plein. Donc aujourd'hui, le tourisme en Côte d'Ivoire, pour moi, ne s'est pas vraiment développé. Ce sont des structures comme les structures d'Assini, San Pedro, la baie des Sirènes, Katoum, voilà, ce sont des structures comme ça, mais qui sont tellement chères, que finalement, les personnes qui sont pas obligées, mais qui veulent absolument faire quelque chose et qui vont se tourner vers ces structures, eh bien, voient à contre-cœur qu'ils vont réduire leur séjour par rapport à un séjour au Club Med, par exemple, qu'ils auraient pu faire en Guadeloupe ou aux Maldives pour presque le même tarif. C'est cela. Justement. Alors, jusqu'à quel point, pour le coup, Lolo Dibi, votre secteur a été touché par cette pandémie? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on parle de tourisme et de loisirs. Donc, il y a un ministère du tourisme et des loisirs. Et ce secteur, de 2012 jusqu'à 2020, à la période de la Covid, était en pleine croissance. Nous sommes quasiment passés. En 2011, on était dans un peu moins de 1% du produit intérieur brut. Et en 2019, on était à 7,2%. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande croissance et ça a été tiré par ce qu'on appelle le tourisme d'affaires. 68% de la manne du secteur provient du tourisme d'affaires. Donc nous n'avions pas encore eu le temps de bien implémenter, développer le tourisme interne. Parce que le tourisme d'affaires, c'est les visiteurs internationaux, ceux qui viennent pour les affaires, donc ils ont un standing, un certain nombre de choses. Et lorsque la Covid est arrivée, dès l'instant où les agences de voyage ne peuvent plus émettre des billets, qu'on ferme les aéroports, mais ces 68% plombent tout le dispositif. Donc ce ne sont pas ces niches de développement liées au marché intérieur qui peuvent combler tout le dispositif. Donc, en même temps que les agences étaient touchées, dans un premier temps, il y a eu les établissements d'hébergement. Les premières structures à fermer, c'était même des structures étatiques, comme l'hôtel du Golfe, l'hôtel Président, tout ce sont des structures, des grands hôtels qui ont fermé, sans forcément que l'État leur dise de fermer, mais il n'y avait pas de clients. Par contre, les restaurants, là, très vite, l'État a dit de fermer. Ce n'était pas les structures elles-mêmes qui avaient fermé. Absolument. Elles avaient fermé pendant des mois. Donc, il y a une chute drastique, sans dire en termes de mesures qu'est-ce qu'il faut faire du personnel, les charges fixes. Donc, il y a plein d'aspects. Donc, aujourd'hui... Juste pour ma gouverne, est-ce qu'il y a eu un accompagnement après cela? Non. Bon, il y a eu, j'allais dire, nous avons effectué des études avec l'APV, les différents acteurs pour donner les indicateurs, les tendances, les pertes subies, les informations utiles à l'État pour prendre les dispositions idoines. Donc, il y a eu la mise en place de fonds de soutien. Et il faut déjà savoir que dans le secteur du tourisme et des loisirs, 99% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui font 1 milliard de chiffre d'affaires hors taxes. Donc, il y a eu un fonds de soutien qui a été mis en place. Malheureusement, les conditions d'accès à ce fonds n'étaient pas adaptées à notre environnement. D'accord, bon, on va peut-être y arriver. Juste le temps de demander à Riem Chalabi. Je n'ai pas l'impression, de ma petite position, que les restaurants aient été si affectés que ça. Je ne sais pas d'où vous voyez ça. C'est vrai qu'on a l'air de fonctionner. On s'est dit la même chose. On a l'air de fonctionner, c'est vrai. Ouais. Mais aujourd'hui, on a déjà été affectés pendant des mois de fermeture où nos loyers couraient, nos charges couraient. Notre personnel, il fallait bien lui donner quand même de quoi manger et boire, même s'il ne travaillait pas. Et on se retrouve, on avait des dettes à payer, etc. Donc on s'est retrouvé dans une situation à notre ouverture avec des dettes accumulées
qu'on n'a pas moyen à part payer. Aujourd'hui, on fonctionne, c'est vrai, mais on fonctionne avec toujours une restriction de 50 personnes, avec une distanciation d'1 mètre entre une table et l'autre. Donc moi, par exemple... Oui, parce que vous êtes un restaurant plutôt sérieux. Ben, oui, si vous voulez... Je ne pense pas que beaucoup de restaurants le fassent en ce moment. Mais bon. Si, la plupart des restaurants de la place, enfin d'haut de gamme, font ça. Ouais. Parce que, si vous voulez, ma clientèle est une clientèle avisée. Donc, ce n'est pas une clientèle qui va accepter de se mettre à moins d'1 mètre. À moins d'1 mètre ou même 2 mètres, parce que moi, je suis les normes américaines, donc je suis presque à 2 mètres. D'accord. Donc, moi, ma capacité d'accueil dans mon espace, elle est réduite de 50%. Donc, déjà, comment je peux faire? Même si je suis plein, je ne peux pas faire mon chiffre d'affaires projeté avec 50% parce que mes gains ne sont pas de 50%. Donc, je suis déficitaire tous les mois. D'accord. Sans exception. Lindsay? Est-ce que, du coup, est-ce que vous avez dû licencier certains membres de votre personnel par ricochet? Ben, il est certain que quand on a une équipe pour servir 200 et quelques clients et qu'on se retrouve avec moins de 100 clients, ben on est obligé de licencier une partie parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Il est sûr que j'essaie de rembaucher depuis qu'on a commencé à fonctionner. On a commencé avec 20% de notre capacité, enfin de clients dans nos restaurants, à peu près entre 20 et 30% quand on a rouvert après la crise. Donc, on a dû licencier encore parce qu'on espérait que la crise allait durer 2-3 mois. Personne ne savait ce qui se passait. Et puis, depuis que ça bouge un peu, on a quand même réengagé du personnel, du moins de mon côté. On a dû réengager du personnel déjà parce qu'on a d'autres préoccupations aujourd'hui qu'on n'avait pas et d'autres charges. Par exemple, dans la restauration, moi, je désinfecte mon restaurant tous les jours entre le service du midi et le service du soir. Ben, il me faut quelqu'un pour désinfecter. Je contrôle à la porte la température de mes clients. Je désinfecte le client, que ce soit les chaussures sans qu'il le sache sur un tapis ou les mains, etc., avec un alcool. J'ouvre la porte aux clients pour que les clients ne tiennent pas la porte l'un après l'autre. Ça, c'est un emploi en plus. C'est des dépenses supplémentaires. C'est des dépenses supplémentaires. Je fais pareil pour mes employés. Je contrôle tous les jours que tous mes employés sont en bonne santé et que les gens autour d'eux sont en bonne santé. C'est un emploi en plus. Je m'assure qu'entre un client et l'autre, quand ils rentrent se servir des facilités des toilettes, que ces toilettes sont désinfectées entre un client et l'autre. Donc voilà, j'ai 4 emplois en plus là qui n'existaient pas sur ma fiche de paye. Donc mes dépenses ont augmenté. J'ai déjà acheté des masques pour mes employés, des visières. Les dépenses ont augmenté alors que la recette a diminué. Exactement. C'est cela. Mais alors, du coup, chez les agences de voyage, c'est pire, puisque réduction de façon drastique des émissions de billets, et les destinations qui sont d'ailleurs le produit central sont fermées, disons-le ainsi. Absolument, absolument. Nous ne pouvons plus vendre à l'international. Par contre, Air Côte d'Ivoire, ça se vend bien. Donc, pour nous, pour le personnel, je pense que personnellement, c'est mon problème majeur. Nous avons du personnel hautement qualifié. Cette qualification, elle est obtenue par des années de formation d'abord, formation interne, mais formation payante également. C'est donc un investissement. Notre personnel, c'est tout un investissement. Et moi, personnellement, je n'ai pas dû licencier, bien que beaucoup d'agences de voyage ont dû licencier, mais j'ai fait choisir, j'ai donné un choix à mes employés. Est-ce que vous acceptez que nous réduisions le temps de travail et donc le salaire en conséquence? Et tous ont opté, ils préféraient venir travailler encore et avoir seulement les 2/3 de leur salaire. Mais on est tout à fait conscient que demander cet effort à nos employés, c'est quelque chose de pénible. Et puis d'inhumain. On est mal. On ne peut pas être responsable de personne et savoir qu'on leur impose des restrictions. Ce sont des gens qui avaient des engagements. Un agent de comptoir est quelqu'un de bien payé. Il a des engagements financiers à hauteur de ses revenus. Absolument. Même si c'est un gros salaire ou si c'est un petit salaire, on prend des engagements financiers à hauteur de ses revenus. Les frais scolaires sont en fonction des revenus également. Si on a des bons revenus, on va mettre les enfants dans une école un peu plus chère. Si on a des petits revenus, bon. Mais il faut
il faut que ces enfants puissent continuer à avoir leur scolarité assurée. Est-ce que nous donnons les moyens à nos employés de pouvoir continuer à assurer ces charges? Ils ont des charges locatives. Parfois, ils ont pris un crédit pour s'acheter une maison, s'acheter une voiture. Est-ce qu'ils sont en mesure? Je sais que non. Je sais que non pour la plupart des employés en agence de voyage. Mais on a un semblant d'activité qui arrive à justifier les 2/3 de notre temps d'activité habituel parce que finalement le trafic intérieur a beaucoup augmenté. Nous faisons énormément d'Abidjan-San Pedro. Et quand on fait un billet d'avion Abidjan-San Pedro, ça demande autant de travail que de faire un billet d'avion Abidjan-Paris. D'accord. C'est exactement le même travail. On fait également beaucoup de... Il y a encore un semblant de trafic d'affaires, mais uniquement dans la sous-région. Donc ça va être des Abidjan-Dakar, Abidjan-Douala, Abidjan-Lagos, Abidjan-Cotonou, Abidjan-Accra. Ce sont des tout petits revenus. On ne gagne pratiquement rien avec ça, mais ça nous permet de travailler. Et d'exister. Et d'exister, parce que c'est ça le plus important. C'est survivre. Survivre, mais combien de temps va-t-on pouvoir survivre? Parce que tout le problème est là. Nous avons essayé de survivre pendant 1 an, avec aucune aide. L'aide gouvernementale qui a été apportée sur un lot de 400 agences de voyage, à peine une dizaine a reçu une aide gouvernementale. Le reste, aucune aide gouvernementale n'a été apportée. Et c'est quoi l'explication donnée à cela? Oh, je pense que M. Lolo Dibi vous donnera l'explication. Il est beaucoup plus à même de vous donner exactement, parce qu'il est vraiment au cœur de toutes ces négociations. Et donc, nous avons ce gros problème de survivre. Il faut que lorsque, un jour, il y aura une reprise, mais quand? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 1 an? Alors, on est mitigé parce qu'il y a le vaccin qui qui a pour tendance quand même à nous donner un peu d'espoir. Mais ce vaccin va-t-il être vraiment un sésame pour voyager? Les sociétés qui sont grands consommateurs de billets d'avion intercontinentaux pour des voyages d'affaires ont pris des habitudes. Les visioconférences, les webinaires permettent aux entreprises et aux chefs d'entreprise de limiter les déplacements. Mais complètement. Ils font des économies budgétaires, mais colossales. Alors, pendant un temps, nous allons encore avoir à souffrir de ce nouveau mode de travail, d'échange, de formation également. Bon, moi, je suis une optimiste née. Je reste quand même persuadée que l'homme n'est pas fait pour se regarder à travers un écran. On a besoin de contact, on a besoin de bouger, on a besoin de se toucher, on a besoin de s'accoler. C'est quelque chose d'humain. Absolument. Et on y viendra. On y arrivera forcément. On arrivera aussi à Lolo Dibi tout à l'heure pour essayer de comprendre donc pourquoi il n'y a qu'une dizaine d'agences qui ont bénéficié jusque-là de cela. Nous, on a surtout besoin d'une chose dans cette vie de chaîne privée, c'est de la pub. Allons à la pub. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour parler ce soir du tourisme et surtout de l'impact du tourisme sur le secteur touristique national avec Marie-Reine Koné, présidente de l'APV, l'association des agences des professionnels du voyage, également avec Lolo Dibi, président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire, et Riem Chalabi, qui est aussi de cette fédération et qui est plutôt en charge donc, de l'aile, on va dire, du cercle français des affaires en Côte d'Ivoire. On reviendra à nos invités dans quelques instants, juste le temps de marquer une petite pause et de bifurquer. Du côté de Pierre, c'est la loupe de Pierre qui s'intéresse à l'allemand ce soir. C'est assez curieux comme sujet. Jingle. À moins de vouloir faire le lien avec le voyage vers l'Allemagne, enfin, je ne sais pas. Heute im Rampenlicht werden wir über Parlamentswahlen sprechen.
Vous faites de l'allemand maintenant, c'est quoi ça, Pierre? Oui, pardon, il paraît que c'est la mode chez les Adioukrou. Je suis Adioukrou en ce moment de parler en allemand, donc moi aussi. Vous êtes Adioukrou en ce moment? Non, c'est la mode en ce moment. Donc moi aussi, je m'y mets. Ouais. C'est tellement in qu'un candidat malheureux aux élections législatives dans la circonscription de Dabou commune et sous-préfecture s'est exprimé en allemand pour dire son mécontentement. Regarde. Ah bon? Wir haben mehrmals bemerkt, dass die Rechnung so viele Fehler beinhaltet. Mais personne n'a dû rien comprendre. Bon, alors, si, comme moi, vous avez pris LV2 espagnol et que vous n'avez rien compris, il y avait aussi, bien sûr, la version en français pour mieux comprendre. On regarde. Nous, Dr. Essis Botiagne-Marc et Niaïm Mathurin, candidats de la plateforme EDS, récusons ces résultats. Une telle prise de position se justifie par le constat d'un certain nombre d'irrégularités tout aussi grossières qu'inacceptables. Ces irrégularités ont du reste fait l'objet d'un constat en bonne et due forme par un commissaire de justice. Sur ces bases, nous entendons explorer toutes les voies de recours et en appelons à la mobilisation de nos militants, du peuple du Léboutou, de la communauté nationale et internationale, de sorte à faire barrage à une telle forfaiture et par là même nous réhabiliter dans notre victoire. Donc on le comprend enfin dans cette vidéo, il s'adressait aussi à la communauté internationale, peut-être plus particulièrement à l'Allemagne. Quand on revient sur son profil, eh bien, c'est un enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et docteur en sciences politiques à l'université de Munich, chef du département de sciences politiques de l'Institut universitaire d'Abidjan également. Bon, bah, du coup, on n'a pas trop compris. En anglais, peut-être ça aurait été un peu mieux. Enfin, même en français, c'était tout aussi saccadé. Mais bon, cette vidéo date du 9 mars, mais elle a refait son apparition sur Internet, comme quoi tout revient. Et pour l'heure, on ignore si ce candidat malheureux a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Et les réclamations devant cet organe se sont terminées d'ailleurs le 16 mars dernier. Il faut se poser la question, est-ce que le recours n'a pas été rédigé en allemand aussi? Peut-être, c'est possible. Adressé au président du Conseil constitutionnel. Bon, je ne sais pas s'il a fait allemand en langue vivante 1 ou 2, je ne sais pas. Bon. Merci Pierre pour cette loupe très du reste. Lindsay? Moi, je voulais revenir justement sur la question des raisons pour lesquelles tout le monde n'a pas pu avoir accès à cette aide du gouvernement. Les principales raisons, c'est que les critères qui ont été mis en place ne sont pas adaptés à notre environnement. Vous avez vu tout à l'heure, Mme Koné et Mme Chalabi ont insisté sur l'importance des ressources humaines et du manque de lisibilité. Alors, lorsqu'on vous dit, pour vous aider, entre autres comme critère, il faut garantir que vous n'allez faire aucun licenciement, alors qu'il n'y a pas de lisibilité. Bon, voilà, on ne peut pas vous... c'est difficile à concevoir. Mais c'est un peu légitime quelque part, non? C'est légitime. On vous aide, on vous donne de l'argent, mais ne licenciez personne. Oui, qu'on vous donne de l'argent. Ou alors on ne vous donne pas et prenez les mesures que vous voulez. Vous devez garantir le fait que vous n'allez faire aucun licenciement. Entre-temps, ces aides sont très symboliques. D'accord. Sont très symboliques. On va vous dire pour... et c'est des prêts, soit à 0% ou à 2,5%. Et on vous dit une entreprise qui fait jusqu'à 30 millions, vous ne pouvez avoir au maximum qu'un prêt jusqu'à 5 millions. Mais ce n'est pas une aide alors? Non, ce n'est pas une aide, pas du tout. Parce que si quelqu'un m'aide, je ne le rembourse pas. Et ça, c'est de 1. Bon, entre autres, maintenant, dans les textes de loi en Côte d'Ivoire ici, jusqu'à 50 millions, une entreprise a un régime fiscal qu'on appelle l'impôt synthétique. C'est un forfait d'impôt que vous payez. Donc, en général, ce type d'entreprise, c'est parce que ces entreprises ne peuvent pas avoir toutes les fonctions d'une grande entreprise, avoir un responsable administratif financier. Donc, les impôts viennent, ils évaluent en fonction du chiffre d'affaires et puis ils calculent si vous allez faire un chiffre d'affaires de 40 millions dans l'année, selon les prévisions, et puis on calcule votre contribution fiscale et on ramène au 12e, c'est-à-dire chaque mois, vous allez payer. Donc,
Au moment de vous aider, on vient et puis on vous dit, bon, écoutez, vous venez avec vos 3 états financiers, bilan financier, comme une grosse entreprise. La structure ne l'a pas. On est en situation d'urgence et c'est maintenant on doit chercher à élaborer ce qui n'existe pas, que l'État même a reconnu que ça n'existe pas. Oui. Tout à fait. Mais ce que je trouve un peu étrange, c'est que nous sommes dans une situation donc, de crise, Oui. donc c'est compliqué, Oui. mais surtout, donc, on veut bien aider, aider entre guillemets, Oui. mais après, je veux dire, les gens seront quand même toujours dans la difficulté s'il faut en plus rembourser, puis le temps aussi que ça redémarre et d'avoir aussi un chiffre d'affaires. Exact. C'est pour ça qu'on dit que les mesures ne sont pas adaptées. C'est pas parce qu'on est en situation de crise. Il faut des gels hydroalcooliques. Nous, le ministère, on nous a offert des gels hydroalcooliques, des masques. Mais en fait, ce n'est pas le soubassement de l'aide. Quand on veut aider, parce que l'aide devait permettre de maintenir les emplois, de maintenir les activités et de penser à une planification de la reprise. Donc, vous avez vu tout à l'heure, leurs charges d'exploitation, les dépenses habituelles ont augmenté, les prix de certains produits ont augmenté, les recettes ont diminué. Ça veut dire que la structure de gestion de l'entreprise même est désorientée, désorganisée. Donc, si auparavant, vous aviez décidé d'amortir un certain nombre d'investissements sur peut-être 12 mois, lorsqu'on veut vous aider de manière pertinente, puisque vous n'avez presque plus de marge, il faut étaler cela sur plusieurs années, pas sur 12 mois, peut-être sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, ainsi de suite. Donc, d'un autre côté, si vous voulez aider à maintenir les emplois, si l'État dit qu'il ne faut pas mettre quelqu'un dehors, c'est pour ça qu'il y a une sécurité sociale. Il y a la CNPS. En Europe, vous avez vu les entreprises, ce sont des dons qu'on leur a fait pour soutenir l'activité, soutenir l'entreprise, maintenir l'entreprise. Les allègements fiscaux aussi. Oui. Voilà. Donc, au finish, rien que dans le secteur du tourisme et des loisirs, nous avions pas moins de 6 900 entreprises qui sont au régime, qui payent leurs impôts avec la Direction générale des impôts. Et il y a les plus petits, les mairies, ainsi de suite, qui sont au niveau des mairies. Mais au niveau des 6 900 entreprises, une année après, il n'y a eu que 590 PME en général. Pas pour, les 6 900, c'est pour le secteur du tourisme et des loisirs. L'ensemble des PME dans le FIED, il y a plus de 60 000. Mais il n'y a eu que une année après, 590 qui ont pu avoir une contribution à un prêt de l'État. Donc 90 du secteur du tourisme et des loisirs. Ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper aussi grandement, c'est qu'il y a quelque chose. Est-ce que les entreprises ont fermé boutique, qu'il s'agisse d'agences de voyage, d'hôtels ou de restaurants? On a fermé pendant 3 mois. Et il y en a qui ont fermé pendant les 3 premiers mois et qui n'ont pas réouvert. D'accord. Et qui continuent plus ou moins un télétravail, mais c'est un travail du bricolage. C'est du bricolage. D'accord. Pierre ? Alors on parle de cette aide qui n'est pas adaptée ou qui n'en serait pas une. Certaines entreprises ont pu en bénéficier. Est-ce que ça veut dire que les discussions sont toujours en cours entre l'État et ceux qui ne l'ont pas touché? Et est-ce que ça va évoluer puisque finalement d'autres se sont lancés dans le... Oui, absolument. Je pense que l'État a compris un peu tardivement parce que tout le monde ne connaît pas très bien les PME. Lorsqu'au tout début, quand les critères avaient été importés de l'extérieur pour appliquer dans télécharger dans notre environnement, nous leur avons dit que ça va poser problème. Ils nous ont dit non, vous ne pouvez pas être jugé parti, mettez-vous à l'écart. On leur a dit il faut que nous on aide à constituer les dossiers de nos membres. Ils ont dit non, vous ne devez pas être dedans, vous allez être jugé parti. Donc on les a laissés faire, nous avons dénoncé cela, ils se sont entêtés et on a vu que les résultats n'étaient pas probants. Donc du coup, ils ont commencé à tenir compte des insuffisances que nous avons relevées. Mais entre-temps, des entreprises sont mortes. Il y en a qui sont actuellement alitées. Il y en a qui ont sûrement la Covid. Donc, bon, un peu de tout. Donc, nous sommes dans une dynamique où le fonds va continuer. Pour l'année 2021, sauf erreur de ma part, c'est pour le secteur privé, les grandes entreprises, les PME autour de 180 milliards.
selon le gouvernement, qui seront mis à disposition. On ne connaît pas encore les parts et on ne connaît pas encore toutes les conditions. Ils veulent créer des possibilités de garantir des prêts que nous allons partir demander dans d'autres banques, ainsi de suite. Le processus va continuer tout en espérant une amélioration des critères pour qu'il y ait un peu plus d'accessibilité des structures. Peut-être qu'une réaction qui m'a frappé au début quand Cheikh a posé la question de savoir est-ce que la vie a repris, les restaurants, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un peu des oubliés qui existent dans un semblant de reprise de vie en fait en Côte d'Ivoire? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, oui, on a l'impression que les restaurants refonctionnent, mais notre clientèle, par exemple, qui est beaucoup de tourisme d'affaires, n'est pas là. Notre clientèle, moi j'ai un restaurant sur le plateau, ma clientèle, entre autres, c'est la BAD. La BAD, ils sont en télétravail, donc personne n'est au plateau pour manger. La restriction qu'on a de devoir prendre un rendez-vous avant d'aller voir notre banquier alerte l'employé de la banque qui ne devrait pas aller se retrouver dans un endroit public si facilement. Donc, il ne vient plus. Donc, on a partout cette nouvelle mentalité qui a été implantée sur la scène, qui vient de la peur du Covid et à laquelle la clientèle plus, je dirais, aisée ou bien plus éduquée est beaucoup plus alerte parce qu'ils le voient, parce qu'ils le pratiquent dans leur journée, fait qu'on n'a pas la clientèle, on n'a pas tout ça. De plus, quand vous avez un coup, on a 400, 500 cas de Covid, 680 comme il y a quelques jours, eh bien, le même jour, le téléphone sonne et vous avez des annulations. Là, vous êtes préparé pour recevoir 60 clients et vous vous retrouvez avec 12. Eh bien, vous jetez le reste de vos ingrédients. OK. Marine, vous voulez réagir par rapport aux oubliés de la République? Totalement oubliés. Nous sommes, nous, les agences de voyage actuellement, nous sommes à 10% de ce que nous réalisions auparavant. Donc une chute de 90%. Nous sommes soumis aux mêmes charges, comme mes amis l'ont déjà dit. Nous avons nos charges salariales, nos charges locatives, nous avons nos charges financières. Et chez nous, les agences de voyage, les charges financières sont énormes. Parce que pour fonctionner, nous avons besoin de garanties bancaires auprès des compagnies aériennes, d'un organe IATA qui représente les compagnies aériennes. Et ces garanties bancaires sont en centaines de millions. Donc ces garanties bancaires, c'est un produit bancaire qui nous coûte mais énormément. Et ces charges-là, nous ne pouvons pas les diminuer. Nous avons toujours ces charges financières. Donc on s'enlise. On s'enlise au fur et à mesure. Donc cet organisme n'a pas tenu compte de la Covid pour réajuster justement les montants de la garantie? Absolument pas. Et elle propose, cette organisation, IATA, propose à ce que nous revoyions ces critères financiers, mais les compagnies aériennes qui sont présentes en Afrique de l'Ouest et du Centre refusent toute révision. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes cherchent un risque zéro. Le risque zéro défaut est impératif. Or, quand nous regardons un petit peu le volume de vente que les agences de voyage génèrent ici en Côte d'Ivoire, en temps normal, nous générons presque 200 milliards. Nous avons un taux de recouvrement qui, lors des bonnes années, est de 99,3, 99,7% de recouvrement. Autrement dit, 0,07% de défaut. Quel est le secteur industriel dans le monde qui peut se vanter d'avoir une telle couverture? Eh bien, nous ici, en Afrique de l'Ouest et du Centre, nous avons des compagnies aériennes qui veulent le risque zéro. Et donc, non seulement ne veulent pas assouplir les mesures qui sont actuellement en vigueur depuis des années, mais qui veulent au contraire les renforcer. Et là, pour nous, ça va être une asphyxie totale et ça va être une fermeture, mais vraiment en chaîne, de grand nombre d'agences de voyage qui ne vont pas pouvoir suivre. Ce plaidoyer-là, il est adressé aux autorités? Il est un petit peu adressé. Oui, il n'est pas adressé aux autorités en quelque sorte parce que les compagnies aériennes et IATA font ce qu'ils veulent. Oui, ça on a compris. Enfin, je pose la question autrement. Est-ce que le gouvernement a envie de s'engager? Il pourrait.
Il pourrait le faire, mais il faudrait une position très forte et Position de qui? Du gouvernement, D'accord. des ministères concernés, et voir comment est-ce qu'on peut s'opposer à ce que des compagnies aériennes présentes dans notre zone s'opposent à regarder un petit peu des mesures d'assouplissement. Il faudrait dans ce cas une sorte de concertation des gouvernements de la sous-région. Absolument, Parce au que niveau de la Côte d'Ivoire l'UEMOA. est le seul- au niveau de l'UEMOA, Au niveau oui. de l'UEMOA, il y a une cellule pour ça. Mais elle est autiste à nos problèmes, totalement autiste. Et moi, je parle ça fait 1 an que je parle, depuis le mois d'avril 2020, et j'ai l'impression d'être inaudible, mais totalement inaudible. À mon avis, votre passage ici fera de vous quelqu'un d'audible. Enfin, je pense. Écoutons d'abord la pub. On y revient après. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télévision. On parle ce soir du tourisme, Covid et tourisme, avec une thématique assez brutale. On a dit, non, elle n'est pas brutale. Covid-19, le tourisme en vacances, point d'interrogation. Vous pensez quoi de cette thématique? Complètement en vacances. Complètement en vacances. Bon, pourvu que ça ne dure pas. On va parler de sport. Moribond. Moi, j'aurais dit moribond. Oh, En vacances prolongées? Pas en On n'espère pas. Bon, pas en léthargie. Pas en Écoutez, léthargie. quand on entend ce que M. Lolo Dibi disait tout à l'heure, que sur le tourisme en Côte d'Ivoire, 68% du tourisme, c'est du tourisme d'affaires, Ouais. je ne pense pas que nous allons retrouver ce tourisme d'affaires d'ici là. Regardez l'année dernière, en 2019, nous avions énormément de grandes conférences qui avaient lieu ici. On a eu le forum de M. UA. On a eu énormément. Et tout ça, c'est un apport pour tous les professionnels du tourisme, que ce soit les restaurants, les hôtels, les agences de voyage. cela. C'est un apport. Avant qu'on ne revienne à toutes ces conférences, ces grands sommets internationaux qui commençaient vraiment à prendre ici en Côte d'Ivoire, on a des prévisions pas avant 2024. 2024, pardon. 2024. D'accord. C'est pas demain la veille. On va parler tout à l'heure du fameux carnet médical ou passeport médical, de la question de la vaccination. Est-ce que ça augure du coup d'une reprise des activités ou pas? Vos avis seront forcément les bienvenus. On va parler sport entre-temps. Jingle et c'est l'INSEE qui s'y colle juste après. Alors, le sport, c'est aussi un atout touristique. tout à fait. Je vais parler principalement de football aujourd'hui. D'accord. Avec le report du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 en raison du deuil national suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les championnats débuteront donc ce week-end pour la Ligue 1 le samedi 27 mars et juste avant le week-end de Pâques pour la Ligue 2 le vendredi 2 avril 2021. On continue de parler football avec Wilfried Zaha, l'attaquant de Crystal Palace, ne s'est pas agenouillé le samedi 13 mars, c'était lors d'un match du championnat d'Angleterre. S'agenouiller était devenu un rituel avant les coups d'envoi des matchs de Première Ligue depuis l'été 2020. Je rappelle que le fait de s'agenouiller avant plutôt un match est un symbole de lutte contre les discriminations raciales et les violences policières. Et pour Wilfried, eh bien, ce n'est tout simplement pas suffisant. Il a le sentiment que s'agenouiller est juste devenu une routine d'avant-match. Et pour le moment, peu importe que l'on s'agenouille ou que l'on reste debout, certains d'entre nous continueront de subir des outrages, a-t-il déclaré. Et puis on termine avec, toujours à l'international, la Ligue des Champions. Le tirage complet des quarts et des demi-finales vient d'être dévoilé. Alors, il y aura Manchester City contre Dortmund, le FC Porto contre Chelsea et le Bayern de Munich contre le PSG. Là, ça risque d'être assez chaud, voilà. Et le Real de Madrid contre Liverpool. Toutes les confrontations seront chaudes, ça c'est une certitude. Merci Lindsay pour cet update sportif. Alors on parle de passeport vaccinal, c'est bon? C'est une bonne nouvelle ou pas? On est encore très sceptique. Pourquoi? Comment va-t-il s'organiser, ce passeport? Est-ce que ça va être un carnet de santé, comme on le connaît pour la fièvre jaune?
Est-ce que ce vaccin de la Covid va devoir être renouvelé chaque année? Combien de temps sera-t-il valable, ce passeport sanitaire, donc? Est-ce que le fait d'être vacciné va supprimer les tests? On ne le sait pas. Donc, pour le moment, on est un petit peu dans l'expectative. Est-ce que c'est une bonne chose? On y croit. On y croit fermement, en se disant, bon, ce passeport sanitaire va nous permettre, ça va être un document officiel de IATA, ça va nous permettre de redémarrer. Mais on a encore un tout petit peu de scepticisme. Vos avis? C'est sûrement une piste de solution pour réduire l'impact de la Covid sur l'économie mondiale. Maintenant, la question qu'on se pose aussi, déjà, on a une insuffisance de vaccins. Alors, dans la mise en œuvre de ce dispositif, combien de temps ça va prendre? Est-ce que ça pourra, nos pays qui sont assez mal lotis vont pouvoir très vite bénéficier de ces mesures-là pour pouvoir relancer leurs différents secteurs? Bon, on attend de voir. Voilà. L'idée aurait été que nous, en interne ici déjà, à ma connaissance, alors qu'on a aussi des experts, de grands spécialistes de toutes ces maladies, on n'a pas eu l'impression qu'il y a des recherches pour savoir pourquoi l'Afrique résiste un peu plus à cette pandémie, pour voir, voilà, donc... Bon, écoutez, votre avis? C'est sûr que ça pourrait aider, mais pour le moment, on n'a aucune perspective. On ne sait même pas si on peut être contaminé quand on est vacciné, si on serait porteur quand on est vacciné, on n'a aucune idée. Donc le vaccin en lui-même, à part protéger la personne d'être gravement malade, on n'a aucune information. Donc on ne sait même pas aujourd'hui s'il y aura un passeport et comment sera ce passeport, vraiment. Il n'y a pas une entente, donc à long terme, ça pourrait nous aider, mais aujourd'hui, ce n'est pas la solution encore. D'accord. Moi, j'aimerais savoir quelles seraient du coup les solutions, selon vous, pour que le secteur redémarre? Vous avez en face de vous les autorités compétentes qui sont sur le point donc de prendre une décision, qui ont le chéquier, enfin, bon, oublions le chéquier, parce que dire un chéquier, ça vous mettrait un peu la puce à l'oreille. Oublions tout ça. OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Vos solutions concrètes. C'est nous aider d'une façon concrète, c'est alléger notre fiscalité, notre parafiscalité aussi, alléger nos charges sociales, même si ceci semble complètement inéthique, ce que je dis, mais en réalité, moi qui suis pour le support de l'employé, je pense qu'un employé opterait beaucoup plus à garder son emploi et bénéficier moins de un mois ou deux de contribution vers sa retraite que de perdre son emploi parce que son patron ne peut plus payer les charges sociales. Il est un peu bizarre de se retrouver dans une situation en train de payer des charges sociales aujourd'hui sur une période de chômage technique qui nous a été imposée et on a voulu soutenir notre personnel, par exemple. Ça, c'est des décisions que le gouvernement pourrait prendre. Aujourd'hui, la TVA chez nous, dans le secteur du tourisme, elle est comme tous les autres secteurs à 18%. Et on a une taxe en plus de ça, qui est la taxe du développement du tourisme. Alléger ces deux taxes, c'est vrai que normalement, cet argent, nous le collectons pour l'État, mais alléger ces taxes et nous permettre de respirer pendant un certain moment, ou du moins exécuter des accords qui ont déjà été engagés ou des discussions et des agréments qui ont déjà été engagés, nous permettrait d'assouplir, nous permettrait de respirer et de payer nos autres engagements. Assouplir les conditions du fonds de soutien, ne pas me demander de prouver que j'ai perdu de l'argent pendant une fermeture. Si j'ai fermé, je n'ai pas gagné d'argent. Donc il est sûr que j'ai perdu au moins plus de 30% de mon chiffre d'affaires. Tout ceci pourrait nous aider à fonctionner. C'est juste vouloir négocier d'une façon... je sais qu'on a fait beaucoup d'efforts. Je sais que le gouvernement a demandé aux bailleurs de ne pas nous expulser de nos locaux, a demandé aux bailleurs de nous aider. Mais en réalité, on n'a fait que décaler une échéance. On a demandé à la CIE de nous aider, de ne pas nous demander de payer tout de suite. Et la CIE a été très gentille de nous permettre d'échelonner ça sur 12 mois. Mais moi, si je n'ai pas de quoi payer ce que j'utilise aujourd'hui, je ne peux encore pas échelonner quelque chose que j'ai utilisé pendant mon absence, ma fermeture, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a...
Oui, il y a déjà eu des mesures fortes sur le plan organisationnel et théorique qui ont été prises par le gouvernement. En termes d'accès pour la Banque centrale pour baisser des taux, des mesures d'incitation sur le plan fiscal, d'allègement des crédits d'impôt. Mais le vrai problème que nous avons, c'est l'opérationnalisation, la mise en œuvre. Les mesures sont théoriquement prises, mais il y a un problème dans la mise en œuvre. Donc, la première des choses qu'on pourrait demander au gouvernement, c'est un corps à corps, une franche collaboration avec le secteur privé. Et point par point, ensemble, quand on discute, dans une concertation, on trouve forcément des solutions pertinentes. Par exemple, la dernière fois, j'étais à Jacquesville, mais il y a des jeunes cadres, il y a des personnes qui ont une certaine aisance, qui auparavant, quand ces personnes prennent leurs vacances, elles vont en Europe, aux États-Unis, ils ne peuvent plus sortir. Donc, ils veulent bien découvrir. On peut développer, il y a toujours dans une crise des opportunités, on peut développer le tourisme intérieur. Mais j'étais à Jacquesville, il y a plein de cadres qui sont allés là-bas, mais l'électricité à Jacquesville ne suffit pas. Il faut avoir des groupes électrogènes pour faire marcher les hôtels, donc c'est des surcoûts. Donc, en discutant ensemble, on peut trouver des produits substituts, comme elle l'a dit, d'autres types de produits pour développer le tourisme intérieur et régional et diminuer certaines charges d'exploitation pour que le secteur puisse au moins limiter les dégâts. Marie-Reine, qu'est-ce qu'on fait pour abréger ces vacances? Pour abréger les vacances. De la Covid. Le tourisme est en vacances. Je n'ai rien à ajouter d'autre à ce que mes collègues viennent de dire, parce que c'est quelque chose, nous avons travaillé ensemble, nous avons réfléchi ensemble, et c'est vraiment ce qui s'est dégagé. Au niveau des agences de voyage, nous avons à nous réinventer un petit peu, et nous avons à montrer de la résilience. Cette résilience, où est-ce qu'on va la trouver? Eh bien, dans le tourisme régional, par exemple. Le tourisme local, mais le tourisme régional également. Et pour ça, nous avons besoin de la digitalisation. Très peu d'agences de voyage sont digitalisées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et on continue d'imprimer le gros carnet des pliants, là. C'est oui, c'est ça. Et puis bon, aucun contact rapide. On ne sait pas organiser des visioconférences avec ses clients. On ne sait pas communiquer. La communication digitale, elle est primordiale parce qu'elle nous permet d'entretenir actuellement une clientèle qui ne voyage pas, mais on continue à lui donner envie. On va lui proposer des petits circuits touristiques alléchants. Comment peut-on les avoir, ces circuits touristiques? C'est pas nous, en nous déplaçant pour aller les repérer, c'est par notre digitalisation. Nous allons donc pouvoir développer des relations B2B et B2C également. Mais il nous la faut, cette digitalisation. Or, une agence de voyage, comme n'importe quelle entreprise qui veut s'engager dans la voie de la digitalisation, nécessite un gros investissement. Pour une agence de voyage, c'est quelque chose de lourd. Et donc, il faudrait qu'au niveau du gouvernement, eh bien, il y ait peut-être une prise de conscience sur comment aider les opérateurs du tourisme à aborder la digitalisation qui est extrêmement importante. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause. Dans quelques instants, la T-Ben sera live sur la scène de la télévision. On aura aussi, entre-temps, la possibilité de faire une sorte de dernier tour de table pour arracher quelques mots à nos invités ce soir sur la thématique du tourisme face à la Covid-19. À tout de suite. Dernier virage de cette télé d'ici consacrée au tourisme. On a juste le temps de deux petites minutes pour un petit tour de table. J'aimerais reprendre à mon compte le petit lapsus de Réhem Chalabi en début d'émission qui parlait d'après-Covid, comme si la Covid était derrière nous. Alors, si vous avez justement en face de vous vos interlocuteurs qui vous disent écoutez, vous avez réussi à tenir pendant la période la plus difficile, donc ça va, tout va bien, les choses devraient pouvoir se normaliser, vous lui dites quoi tout de suite?
C'est pas du tout ça. Ah, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. En fait, on a pu tenir parce qu'on a jonglé au maximum. Ouais. Mais on arrive à un point où on est complètement à bout de drainé, souffle. à bout de souffle. D'accord. On ne peut plus tenir. En fait, dès le début du Covid, quand je dis après Covid, après le jour de démarrage du Covid, c'est ça D'accord. que j'appelle l'après-Covid, moi. Quand on nous a identifié cette maladie avec un nom, Ouais. depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, on a utilisé toutes les ressources qu'on avait. On a essayé de plaider avec nos fournisseurs, avec nos propriétaires, avec la CIE, etc., pour nous donner des moratoires, pour nous aider à survivre. Mais en fait, c'est pas à eux de nous aider vraiment. Eux, ils essayent de nous aider, mais c'est une décision plus globale qui doit venir nous aider. Aujourd'hui, depuis le premier jour, je dis qu'au bout de 9 à 10 mois, on va commencer à voir les pions tomber. Et là, on commence à voir des restaurants fermés. On commence à voir des établissements ne plus pouvoir se rouvrir. Et depuis janvier, même si on avait eu un espoir en décembre ou en novembre, un peu d'une petite amélioration, depuis janvier, il y a une chute de nouveau, avec la remontée des cas. Donc, c'est un peu difficile. On l'a compris. On espère que ça ira quand même. Bon. Ça va aller à la fin. Marie-Reine, peut-être... Nous, Dernier je mot. pense qu'on s'enfonce également de plus en plus. On a besoin d'aide, très probablement, mais des aides qui sont autre chose que des crédits, bien entendu, vous l'avez bien compris, je crois qu'on a été suffisamment clair. Mais bon, la seule chose dont nous, on a besoin pour une réelle reprise, c'est la reprise des pratiques des voyageurs. Il faut qu'un voyageur puisse prendre l'avion à partir du moment où il a décidé de prendre l'avion, quel que soit le motif. Mais le voyage d'affaires... Le voyage d'affaires est complètement paralysé. Une entreprise qui veut envoyer des collaborateurs en mission quelque part ne va pas le faire parce qu'il y a le billet d'avion, il y a le coût des tests, il y a le coût du confinement éventuellement. Donc une mission qui pourrait durer 2-3 jours va pouvoir peut-être durer 2-3 jours, plus le temps de confinement. Certains pays, c'est 14 jours. Absolument. Certains pays, c'est 7 jours. Ça devient compliqué. Et il faut qu'à l'issue de ce confinement, le test soit négatif. C'est cela. S'il est positif. Et s'il est positif, alors là, donc quel est le chef d'entreprise Ouais. qui va prendre de telles responsabilités, de telles initiatives? C'est suicidaire. Marie-Reine Collet, merci d'être passée par la télé d'ici. Je rappelle que vous êtes la présidente directrice générale de Afrique Voyage, par ailleurs présidente de l'Association des professionnels du voyage, l'APVCI. Merci à Lolo Dibi d'être passé par la télé d'ici, président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire, et Réem Chalabi. Merci d'être passé. Vous êtes aussi de cette fédération et vous chapeautez surtout le Cercle français des affaires en Côte d'Ivoire. Merci l'INSEE, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du collège SAFOP qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On va garder quand même un peu d'espoir. On va se laisser bercer par de la musique. Il paraît que la musique adoucit les mœurs, c'est tant mieux. La T-Band, l'orchestre résident, s'installe maintenant live sur la scène de la télé d'ici pour nous reprendre Superstition de Mr. Stevie Wonder et Biandé de Reine Pélagie. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band. Right now. Est-ce que ça va? J'ai rien entendu moi. Est-ce que ça va? Yeah, alors, on y va ça comme ça. Hey, tout le monde, come on. Hey, hey.